Il est 7h12. C'est à la une. Comment mieux gérer les fichiers S? Le tueur du professeur d'Arras était fiché. Il avait d'ailleurs été contrôlé la veille. Nous sommes avec Pierre Conessa, haut fonctionnaire, auteur de L'état des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Nous avons près de 30 000 fichiers S en France, avec plusieurs catégories, des moins dangereux, si je puis dire, aux plus menaçants. C'est un vrai problème de gérer tous ces fichiers S? Non, parce que la dangerosité est évidemment très très différente. Le véritable problème, c'est le haut du spectre, c'est-à-dire les 3 000 à 4 000 fichiers S dangereux, contre lesquels on n'a strictement aucun moyen d'expulsion. Et pour surveiller un type dangereux comme l'était malheureusement ce Mogouchkov, il faut 10 à 20 personnes pour lui faire une surveillance rapprochée. 10 à 20 policiers. Vous vous rendez compte, si on a 4 000 personnes, ça veut dire qu'il faudrait 80 000 policiers. Donc c'est pas possible. Ouais. Donc que faire alors dans ces conditions? Moi j'ai toujours proposé de vider le stock. C'est-à-dire, on est dans des procédures d'expulsion qui sont absolument aberrantes dans leur réalisation. Vous savez qu'un homme qui est frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'une OQTF peut faire 7 à 8 niveaux de recours pour aller jusqu'à l'Europe, si vous voulez, de façon à ne jamais obtenir, ne jamais être l'objet de l'expulsion. Deuxième chose, on voit que la circulaire Valls, par exemple, qui est actuellement discutée, impose que quand les enfants sont scolarisés en France, on peut pas les expulser la famille. Mais là, en l'occurrence, on avait un élève qui était scolarisé dans le lycée dans lequel il a assassiné le professeur. Donc on voit qu'il y a des incohérences complètes, qui sont des principes qui ne viennent jamais face à la réalité. Et dernière remarque, quand la famille devait être expulsée, la CIMAD, le Médecins sans frontières, enfin des associations humanitaires, Amnesty, se sont opposés à son expulsion. Alors j'attends leur mot d'excuse. Oui. Parce que ils se sont mobilisés pour éviter l'expulsion. Même si le père, le père de l'assaillant, lui, a été expulsé en 2018, et tenant d'un islam radical. C'est ce qu'on a appris. Oui, et puis il y a un des frères qui est en prison justement pour une préparation d'attentat. Donc on avait toutes les cases qui étaient cochées. Et encore une fois, on avait strictement aucun moyen. Le PCF aussi s'était opposé à l'expulsion et s'est félicité du fait que finalement le gouvernement ait reculé. Alors là, je vous conseille de surveiller les sites pour savoir s'il va y avoir des excuses. Oui. Donc, il n'y en aura pas, évidemment, probablement pas. Vous l'avez évoqué, Pierre Conessa, le frère, à lui, a été condamné aussi à de l'emprisonnement, pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat. Il y aurait un autre détenu, visiblement avec lui, qui aurait échangé avec l'assaillant sur les réseaux sécurisés. C'est-à-dire, depuis la prison, il aurait pu échanger. Ça semble quand même assez incroyable, quoi. Ah ouais, complètement, effectivement. Ça veut dire que le droit d'accès à Internet, si vous voulez, pour des prisonniers, peut permettre de passer par des réseaux sécurisés, d'échanger avec des gens de l'extérieur. Enfin, je veux dire, on est complètement en contradiction avec le droit carcéral. Bon, deuxième remarque sur laquelle je voudrais revenir. Aussi bien dans l'affaire Samuel Paty que dans l'affaire de Dominique Bernard, les deux jeunes gens sont des Ingouches tchétchènes, c'est-à-dire venus de la partie de l'URSS, si vous voulez, que vous connaissez, qui a été l'objet d'une guerre civile importante. J'ai parlé avec des gens de la Commission nationale du droit d'asile, ils me disent, mais les Tchétchènes tiennent tous le même discours. Et si ceux-là ont été refusés, c'est parce que ça, ils n'avaient même pas travaillé à leur préparation. C'est-à-dire qu'ils avaient répété ce que leur apprennent des ONG. Voilà ce qu'il faut dire. Donc ils étaient absolument incapables d'apporter la preuve qu'ils étaient personnellement victimes d'une répression. Je reviens sur l'affaire Androzov. La famille, après que Samuel Paty ait été décapité, le père le félicite, et puis ensuite toute la famille rentre en Tchétchénie. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut revoir dans le droit d'asile, dans la procédure d'expulsion. On arrive aujourd'hui dans une situation où si vous êtes un terroriste condamné, expulsable, mais inexpulsable au regard du droit, vous devez être payé par la République logé, nourri, blanchi. C'est-à-dire que vous êtes mieux logé qu'un SDF français. Bon, voilà, il y a quelques aberrations comme celle-là. Il y a des aberrations, donc il faut beaucoup plus de fermeté, c'est ce que vous dites, Pierre Conessa, ce matin, beaucoup plus de fermeté, puis sans doute quand même aussi renforcer peut-être de nouveau aussi les services de sécurité, de surveillance, non ?
Oui, bien sûr. De toute façon, on peut les renforcer. Mais encore une fois, à quoi sert de mobiliser 10 à 20 personnes sur quelqu'un qui est particulièrement dangereux, si vous voulez, alors qu'on sait que de toute façon, il ne sera pas expulsé. On est quand même dans quelque chose d'aberrant, je veux dire. Merci Pierre Conessa, haut fonctionnaire, auteur de l'état des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bien sûr. Et puis tout à l'heure, à 8h moins le quart, nous serons aussi en direct avec un professeur, puisque vous savez, il va y avoir une minute de silence cet après-midi. C'est Kevin Bossuet qui sera avec nous, qui est également chroniqueur, notamment sur Sud Radio. Il est 7h18.